Merci Madame la facilitatrice ou la maîtresse de cérémonie. Alors la séance d'aujourd'hui ne sera pas une conférence comme vous avez l'habitude de l'entendre ni de le faire. Ce sera, on s'est mis d'accord avec le département de biologie animale de la faculté des sciences. C'est comme cela que je le connaissais avant. Je sais que beaucoup de choses ont changé. On parle plus de mentions, mais l'objet n'a pas changé. Il s'occupe de la faune. Alors, la conférence qu'on aura aujourd'hui sera plus une forme d'information, de sensibilisation sur quelque chose qui existe à Madagascar, qui n'est pas bien connu, qui a des côtés positifs et des côtés aussi négatifs, alors qu'il pourrait être seulement positif à l'échelle nationale. La faune, comme vous le savez, est aussi diversifiée que la flore à Madagascar. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes endémiques, vous avez dû l'entendre plusieurs fois, à 80%, à 100% pour les lémuriens, pour les reptiles à 90%, 80% pour les oiseaux, hein, les micro-mammifères dont on a un éminent spécialiste ici, mon Dieu, hein, ça avoisine peut-être les 95%. Quand je parle de micro-mammifères, vous savez qu'il y a des petits mammifères. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va découvrir bientôt peut-être avec lui. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser, de vous informer et aussi on souhaite avoir vos réactions par rapport à cela. Parce qu'on va parler de choses très simples, qui peuvent être très compliquées, mais on va le présenter de manière très simple. Voilà, ce n'est que le titre, c'est compliqué, c'est mobile, ça bouge, pour arriver à l'essentiel. Alors, il était prévu que cette présentation se fasse avec un groupe, mais comme en tant que groupe, on ne peut pas intervenir pendant 15 minutes, on m'a demandé de le faire. Mais nous avons tout un panel de professeurs de la faculté des sciences du département de biologie animale, dont les spécialistes vont de la plus petite bête jusqu'à la plus grosse. Si vous avez des questions, vous les posez, vous allez découvrir un monde fascinant, mais qui a aussi des difficultés quand on essaie de l'intégrer dans le développement. Alors, quelles sont les espèces utilisées et valorisées actuellement? Je ne répondrai pas, je vais essayer de vous faire défiler. Et ce que nous attendons par contre, c'est que vous, si vous avez des informations sur des espèces faunistiques, dont vous avez connaissance, partout ailleurs à Madagascar, qui sont valorisées et utilisées économiquement, dites-le nous parce que ça nous intéresse. On va se mettre là-dessus en tant que scientifique et on va voir si cela est utilisable écologiquement, utile socialement et rentable économiquement. C'est les trois pieds qui parlent de développement durable. Alors, est-ce économique? Quelles sont les conditions de durabilité économique? Parce qu'il y a des conditions. Nous ne sommes pas économistes, mais nous savons par contre que tout ce qui est économique est productif d'abord, commercial en plus, continu ensuite. Si ce n'est pas continu, ce n'est pas intéressant, parce que ça brûle, et une année après, ça disparaît. Alors, le rôle de la science, c'est l'objet qui nous intéresse, le panel et moi. Toute forme de valorisation de la nature que vous connaissez, et je vous mets à défi de trouver une valorisation durable économique qui ne soit pas basée sur la science, on achète. C'est pour vous dire que la science qu'on met souvent de côté dans les discours n'est pas une bonne chose. Pourquoi une bonne chose? Parce que ça veut dire que l'information n'est pas passée. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons de manière rationnelle, que nous vendons de manière continue, organisée, et dans la durabilité est basée sur la science, rien que la science. Et la forme de sensibilisation que nous faisons actuellement aussi, c'est de vous amener dans ce monde de la science qui se veut utile. Alors je ne sais pas si c'est visible de loin, et je ne sais pas si c'est pas visible de loin, mais pour vous donner quelques exemples. Ça va du plus petit animal, les insectes, hein, jusqu'au plus gros connu à Madagascar, les lémuriens et peut-être les carnivores. Alors vous voyez ce qu'on a ici, on a essayé de cartographier, malheureusement j'aurais souhaité qu'il fasse 4 mètres parce qu'avec ça on peut avoir une grande carte. Hein. Je vous donne des exemples d'espèces utilisées, soi-disant valorisées, qui ne sont pas quelquefois à bon escient, quelquefois utilisées rationnellement de manière économique. Alors vous avez, c'est vous qui allez juger, hein. Je me dispenserai de commentaires quant à l'utilisation rationnelle ou non économique ou non dans la première étape. Soukatra, vous savez ce que c'est, les tortues. Qui n'a pas entendu parler de tortues qui se vendent à prix d'or? Maintenant, à vous de savoir si c'est économique ou pas. Concombre de mer, oula.
Le concombre de mer est internationalement connu, surtout du côté asiatique, et s'achète à prix d'or. Et sachez que nous avons des concombres de mer qui n'existent que chez nous, des variétés, peut-être pas les meilleures en termes de production, mais elles sont aussi réputées et connues que les autres. Voilà. Qui eût cru que les sauterelles peuvent être aussi quelque chose d'utilisable, de rentable et peut-être même d'économique? On sait que développer les insectes actuellement chez la partie asiatique et surtout chez les Chinois devient un marché potentiel énorme. Est-ce qu'on a conscience de cela chez nous quand on voit les petites bêtes? Où est-ce qu'on marche dessus? Et on a des formes de valorisation traditionnelle de Valhalla sans pesticides. Mais on a oublié à Madagascar, on peut en parler si vous voulez. Le corail noir. Qui n'a pas entendu d'exploitation de corail noir? Le chiffre moyen, c'est des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez que ça existe? La question qu'on doit se poser en tant que citoyen, pourquoi je ne l'ai pas fait? Et si je ne l'ai pas fait, les autres qui l'ont fait, est-ce qu'ils en vivent bien? De manière durable, économiquement et socialement acceptée. Ça, c'est la question. L'Europlatus, ça c'est un exemple simple, mais je dirais plus les reptiles. Nous, avec l'équipe de biologie noire, on sait que les reptiles sont utilisés à plusieurs sauces, entre guillemets. Vous connaissez les crocodiles, c'est un exemple le plus patent parce qu'il est le plus gros et le plus méchant visible, mais il rapporte beaucoup. Pourquoi on n'en fait pas plus s'il rapporte? Au lieu de dire que c'est un animal qui tue. Tandaka. Même si vous avez Tandaka, il y a des gens qui vivent de Tandaka. Et on a des informations que l'exportation est faite. Des animaux tabous font vivre des gens à des prix hautement intéressants. Et je pense que le privé, que ce soit le FIFPAMA ou le GEM ou les autres, auront une information qui ne vont pas tomber par terre. Ça va être capté. Voyez, je vais parler des crocodiles. Angunuka, alors là, c'est un sujet qui nous fâche. Beaucoup de trafic, beaucoup d'argent, et les retombées au niveau social nous posent problème. Au niveau économique, ça nous pose problème. Beaucoup d'argent circule, mais on n'a rien. Nous, en tant que Malgaches, on n'a rien. Nous, en tant que pays. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? La question se pose. Les crabes, je vous dispense, nous en mangeons. Et surtout ceux qui le vendent, qui en vivent. Et maintenant, on apprend que nos crabes vont dans tous les sens, dans le monde entier, et on a des pénuries de crabes. Moi qui aime le crabe, peut-être plus que vous, j'ai des difficultés maintenant à trouver. Alors comment faire en sorte que cette faune sauvage qui nous est utile soit rentable et socialement bien partagée à Madagascar? C'est ça l'enjeu. C'est le développement de Madagascar qui est en jeu quand nous parlons de cela. Ce n'est pas le mien, ni à vous, à 2, 3 personnes. Les poissons de mer. Là aussi, c'est un sujet énorme. Quand on parle de poissons de mer, en fait, on parle de la valorisation de tout ce qui est pêche en haute mer. On a 3 formes de pêche. Celui qui est le plus petit, soi-disant traditionnel, l'artisanal, et celui qui est chaluté avec des gros, même sophistiqués. On a des bateaux comme des maisons qui pêchent et qui transforment. Je n'ai aucun jugement dessus, mais c'est à nous de voir. Ça fait partie de notre faune sauvage. En Djungo, c'est les reptiles. Daniel, un ami de longue date et un collègue de longue date, on en a bavé avec les reptiles. On a essayé de réglementer tout ça. On sait qu'il y a beaucoup de millions de dollars derrière, mais personne ne le sait. Vous, je pense que quand je vous dis ça, vous allez me demander combien de millions pour un reptile, pour 2, pour 3. Ça existe. Vaza, moi je pense qu'il veut parler des perroquets. Les perroquets. Vous les voyez chanter, crier. Nous, le simple, le malgache, rural, simple, il voit les perroquets, on lui dit tu m'attrapes un, je te donne 1000 francs. Mais il ne sait pas que derrière, c'est toute une organisation qui vend cela à prix d'or. Est-ce que c'est socialement équitable? Économiquement équitable? Peut-être valable pour l'autre, mais pas pour tout le monde. Varga, le Propitec, les Lémuriens, on en parle beaucoup. Comment fait-on pour que le Propitec, qui est un patrimoine, rapporte? Nous le faisons à travers du tourisme. Mais la question se pose, est-ce que le retombée du tourisme profite à tout le monde? Je sais que je suis gros, je travaille sur le Lémurien. Je ne suis pas contre, ça m'a fait grandir, ça m'a fait grossir. Mais est-ce seulement l'objectif ou est-ce que ça sera plus, bien mieux partagé, équitable? La question se pose, on peut en débattre.
les papillons. On domestique maintenant la production de papillons. J'étais dans un groupe qui a fait ça il y a 30 ans, quand je fus jaune, pas chauve. On a planté la plante, l'animal boucle son cycle, on met une volière et on collecte les papillons en les vend à prix d'or. La comète, par exemple. Et ce n'est qu'une seule espèce alors qu'on a des milliers. Ganadia, les oiseaux sauvages. À Madagascar, l'organisation de la chasse est presque inexistante. Pendant la colonisation, je sais par les tests que nous avons compilés, ça existe, relativement bien organisé. Et la chasse à Madagascar est désorganisée et aussi sauvage que notre faune. Et ça, c'est regrettable, alors qu'une chasse bien organisée peut être bien faisante pour la société, pour le groupe, et économiquement rentable, mais la science doit être à la base. Parce que, on va essayer de vous l'expliquer, pourquoi la science est à la base de cela. Chahna, ou ce que nous savons, c'est les cuisses de nymphes. Mais les batraciens actuellement ont dépassé largement cet aspect alimentaire. Parce que nos batraciens se vendent à prix d'or à l'extérieur quand on sait les élever. Bien fait avec la science, organisé comme un privé, vendu à l'extérieur comme un bon privé, et je vous assure que vous vivez bien, jusqu'à votre petit-fils, peut-être même au-delà de ça. On a les preuves, on a les chiffres. Tout cela, c'est pour vous informer sur des choses qui existent et dont vous n'avez aucune connaissance. On se sent fautif quand l'information n'est pas. L'ambou, c'est tabou quand il est domestiqué, mais je sais qu'il est mangeable quand il est sauvage. Celui-là, il n'est pas vraiment sauvage parce qu'il a été introduit. Par contre, l'organisation de la chasse de l'ambou est quelque chose qui doit être organisé. Maintenant, même les hôtels les plus huppés de Madagascar servent du lambeau, cuit à la façon européenne, ou vraiment à la malgache, ou à l'africaine. Le lambeau a un rôle qui doit être reconsidéré en tant que faune, en tant que production et en tant qu'objet de commerce. Et on peut vivre bien du lambeau. Ça, on a la tenter le miel, je me passe de commentaires sur le, vous le connaissez sous toutes ses formes. Mais la question qui se pose, peut-on l'organiser mieux pour qu'avec les filières qui existent, on puisse valoriser tout le potentiel miel? Et quel est le rôle de la science là-dedans? Parce qu'on sait que c'est plus du côté de la science que les goulots d'étranglement se fait. L'Andi, c'est le plus simple. Quand on a parlé de Chomaman, savez-vous que ça fait partie des zones productrices de l'Andi de Madagascar? C'est ça plus qui a échaudé les botanistes et les éleveurs de l'Andi, plus que la mine. Parce que perturber cette écologie de bois des pentes occidentales, comme on l'appelle, de tapia, c'est une population qui n'existe qu'ici, aussi endémique que les animaux. Et le land qui est produit là-dedans est de haute valeur, de haute qualité. Et c'est la nature qui donne la profusion, ce qu'on a, mais il faut le travailler, il faut langouste, sugar. Alors vous voyez, j'ai fait excepter de faire un peu le tout, elle n'est pas exhaustive. Vous avez peut-être des idées, lancez-les, on va en discuter. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de réagir, parce qu'on sait que je parle beaucoup, alors je vais m'arrêter un peu. Je vais vous demander, tout ce que vous avez en tout là, est-ce que ça éveille quelque chose en vous? Ou avez-vous d'autres informations de la faune qui existe à Madagascar, qui est utilisée, que vous connaissez? Dites-le nous, on va en discuter. Par contre, si vous voulez qu'on discute de ce que nous avons envoyé, on peut en discuter, dites-le, on va en parler. On va discuter des 3 points, social, économique et écologique. Les deux, écologique et social, on peut en discuter, mais c'est l'économique qu'on va surtout marteler. Et on va vous dire pourquoi cela ne peut se faire que sans la science. Et nous avons le panel pour vous aider. Alors je vous laisse le micro. Merci.